Bonjour Valentin. Bonjour Euh, Alain. j'espère que tu vas bien. Nous allons aborder ce soir un sujet particulièrement délicat, enfin en tout cas qui impacte nos vies quotidiennes. Tu es un entrepreneur, converti au catholicisme de fraîche date, et c'est pas à cause de ça que tu t'es converti, bien entendu, mais tu as cherché depuis pas mal de temps. Tu as beaucoup lu sur la franc-maçonnerie, à telle enseigne que tu as pu donner des conférences auxquelles j'ai assisté, qui sont sur YouTube d'ailleurs, hein, je crois. Absolument, oui. Donc, il faut que tu me donneras les liens de manière à ce que les personnes puissent s'y reporter. Ouais. Euh, et j'avoue que la franc-maçonnerie, ça a toujours fait beaucoup parler, hein. Ça a toujours fait beaucoup parler. Souvent d'ailleurs, bon, de façon pas très précise. Et beaucoup de gens ont une notion assez vague. Alors, justement, je vais exploiter ta science sur la question. Te demander, alors la première question, ce sera de nous donner à peu près d'abord une définition précise et l'origine de la franc-maçonnerie, hein. C'est quelque chose déjà par lequel il faut commencer. Absolument. Il y a plusieurs, bien évidemment, il y a plusieurs définitions qui circulent. Bon, les définitions qu'on retrouve sur les plateformes habituelles sont pas précises, elles sont assez mensongères. Alors moi, je m'étais appuyé sur une définition qui, pour le coup, était beaucoup plus précise, euh, sur la définition que nous avait donnée en fait le pape Léon XIII Oui. au sujet de la franc-maçonnerie. Alors voilà ce qu'il nous disait. Il est une force ennemie qui, sous l'instigation et l'impulsion de l'esprit du mal, n'a cessé de combattre le non-chrétien et s'est toujours associé certains hommes pour réunir et diriger leurs efforts destructeurs contre les vérités révélées de Dieu et au moyen de funestes discordes contre l'unité de la société chrétienne. Ce sont là comme des cohortes disposées pour l'attaque et personne n'ignore combien, dans tous les temps, l'Église a eu à souffrir de leurs assauts. Mm. Or, l'esprit commun à toutes ces sectes antérieures qui se sont insurgées contre les institutions catholiques a repris vie dans la secte que l'on nomme maçonnique et qui, fière de puissance et de richesse, ne craint pas d'attiser avec une violence inouïe le feu de la guerre et de le porter dans tous les domaines les plus sacrés. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez, on va dire, généraliste, entre guillemets, qui nous permet de Oui, prendre un peu l'essence l'essence, voilà. du Oui. combat maçonnique. Maintenant, pour définir les choses de manière un petit peu plus matérielle. Euh, la franc-maçonnerie, donc bien évidemment, c'est une société secrète, mais bien au-delà, c'est surtout une superposition de sociétés secrètes. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important Oui. d'intégrer, en tout cas lorsque l'on travaille sur la franc-maçonnerie, c'est que c'est une superposition de sociétés secrètes. Donc, c'est un millefeuille, hein, un peu à l'image Avec les du... loges, donc avec les loges donc, particulièrement, où il y a d'autres strates que les loges. Voilà, alors en fait, effectivement, il y a déjà il y a plusieurs degrés dans la maçonnerie, il y a plusieurs Mm. loges, il y a plusieurs rites, donc toutes les loges n'obéissent pas au même rite, mais il y a des organisations qui gravitent autour de la maçonnerie, des organisations qui sont appelées paramaçonniques, mais il y a aussi des organisations qui gravitent un petit peu au-dessus, on va dire, de la franc-maçonnerie régulière, ce sont les organisations supramaçonniques, hein, typiquement les super loges, ou des organisations qui sont un petit peu les deux, paramaçonniques et supramaçonniques, hein, telles que le B'nai B'rith, hein, qui est une franc-maçonnerie Oui. exclusivement réservée aux juifs. Et Oui. donc on retrouve à la manœuvre dans tout un tas Oui. de choses et notamment dans Alors, le combat contre la vie. alors, tu as parlé de rite, donc ce qui tendrait à dire qu'il s'agit en quelque sorte d'un phénomène religieux, quasi religieux. Voilà, exactement. Alors bon, selon les différentes obédiences, eh bien, ils pratiquent pas le même rythme, mais en revanche, il y a toujours un aspect religieux derrière, hein. De manière générale, la franc-maçonnerie, euh, c'est la religion de la gnose, hein, tout simplement, C'est ça, selon voilà. laquelle les vérités, les mystères cachés nous seraient accessibles au moyen de procédés ésotériques Mm, et mm. surnaturels. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup l'empreinte de symbolisme dans la maçonnerie. On utilise beaucoup la Kabbale, hein, les C'est techniques de ça. Kabbale juive, mais aussi
un peu l'ésotérie et la magie égyptienne, voilà, C'est ça. pour atteindre Oui, ces buts. parce qu'en fait, la franc-maçonnerie se part des oripeaux de la raison rationnelle, raisonnante. Mais en fait, j'ai entendu d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle, très intéressant, qui s'appelle Jean-Marie Arouel, hein, qui a fait une étude sur la gnose notamment, hein. Mhm. C'est-à-dire que la connaissance est réservée à une certaine élite, hein, qui doit Voilà, gouverner hein. le monde, qui doit gouverner le monde. Je le résume bien que c'est à peu près un bon résumé de la gnose, hein, c'est Oui, ça. et alors c'est déjà très intéressant parce que moi qui est un petit peu plus qui anticipe un petit peu là où ça va nous mener, euh, quand on parle de choses qui seraient réservées à une élite, voilà, on fait déjà tout de suite référence. Ça se rapproche déjà un peu du peuple élu, par exemple, Oui, hein, vous oui, oui, voyez. oui, Donc, oui, on va voir que, eh bien, il y a énormément de connivence hein, avec la tribu de David, puisque, comme nous dit l'abbé Baruel, tout, quasiment tout en franc-maçonnerie est empreinte de cabale juive, les mots de passe, on utilise l'hébreu, bon voilà, ouais. c'est des choses qui sont très proches, donc c'est tout à fait logique d'une certaine manière que la gnose, Donc l'origine, c'est effectivement, la gnose, enfin c'est ce que j'ai compris par mes lectures, donc serait une hérésie chrétienne finalement au départ, hein, oui, qui s'est constituée justement pour lutter contre le christianisme. Et alors, une précision, enfin moi, je te donne un peu mon avis personnel dans ce dossier, c'est que c'est un constat, c'est que et il m'a semblé qu'il n'y avait que l'Église catholique qui était attaquée de façon frontale ou insidieuse dans la société, notamment sous l'impulsion de la franc-maçonnerie, alors que d'autres formes de christianisme ne sont laissées tranquilles. Hein, est-ce que c'est une... Voilà. oui, oui, absolument. Et ben, en fait, pour prendre les choses sous un autre angle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la franc-maçonnerie, c'est une contre-église. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, telle qu'on la connaît actuellement, en tout cas, ne peut exister, n'existe d'ailleurs qu'en opposition pure et simple à l'église catholique, tout simplement. C'est ça. Et donc, quand on met un petit peu le nez dedans, eh bien, on observe que tout n'est qu'une pâle copie kabbalisée, on va dire, Mhm. des rites catholiques. Vous voyez, on peut très bien comparer, par exemple, Tout à fait. l'initiation maçonnique qui serait un pendant du baptême chrétien. Vous voyez, c'est Mhm. tout est absolument, c'est une symétrie. Typiquement, c'est la singerie du démon. Et d'ailleurs, énormément énormément de clercs, notamment l'immense Monseigneur Delassus, mais aussi Oui. Monseigneur Léon Merin, ont, ont qualifié la franc-maçonnerie de contre-église, voire même de contre-église judaïsée. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on retrouvera une formule un petit peu même encore plus radicale directement dans Mhm. l'Évangile, Mhm. notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Saint-Jean, Saint-Jean. L'Apocalypse de Oui, Saint oui, Jean, vous avez, excusez-moi. oui. On Ah. retrouve la formule de la synagogue de Satan. Voilà. Donc, Alors, finalement, ça se retrouve. tout ça est très intéressant. Ça pourrait paraître justement un peu ésotérique et au-dessus des contingences, mais il nous faut voir maintenant quelle influence a ce mouvement sur notre vie quotidienne, sur notre histoire, sur l'évolution de la société, son influence intellectuelle et notamment, bon, depuis la Révolution française, qui a été une des grandes œuvres finalement de la franc-maçonnerie. Ah ben alors, là, on utilisait des comparaisons entre la franc-maçonnerie et l'Église. Là, en gros, pour continuer dans ce registre-là, on peut tout à fait considérer que la Révolution française, eh bien, c'est comment dire, c'est vraiment la genèse du règne maçonnique. Euh, c'est c'est l'essence même, en fait, de la mise hors la loi de Dieu, puisqu'on a instauré les droits de l'homme Le en droit de l'homme. opposition aux droits de Dieu. Et donc, la Révolution française, c'est le péché originel et le régicide, par extension, Oui, sont le péché originel que la maçonnerie a commise pour instaurer son règne. son règne. Et donc, je vous ai isolé rapidement une feuille qui était tirée de mes conférences où justement je montrais très rapidement en fait les
quelques périodes clés qui ont permis la mise en place finalement très rapide de la Révolution française. Je vous les donne rapidement. On a donc en 1717 l'unification des loges d'Angleterre, donc la création de la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui par deux pasteurs protestants. Hein, donc on pourra en revenir après, mais il y a un terreau idéologique qui est nécessaire à l'expansion de tout ça. 1721, les constitutions d'Anderson, donc la franc-maçonnerie se structure par ses constitutions. Le rite écossais. Tout à fait, ouais, le rite écossais, ouais. Rite écossais qui a plus tard été en fait repris par le fameux Albert Pike qui l'a complètement dévoyé. Et donc dès lors, on a même eu l'apparition du rite écossais rectifié par certains maçons considérant que le rite écossais était trop violent. Donc on a dorénavant le rite écossais ancien et accepté, le violent, celui auquel obéissent 80% des loges françaises, et le rite écossais rectifié, vous voyez. Rectifié. Je continue. 1725, on a l'implantation des loges maçonniques en France. 1775, création du Grand Orient de France par le cousin de Louis XVI, le duc d'Orléans, Philippe Égalité. Oui. 1er mai 1776, fondation des Illuminés de Bavière. Alors ça, c'est intéressant parce que nous, les goïms, quand on fête le 1er mai, c'est la fête du travail. Mais il faut savoir que les francs-maçons, le 1er mai, eux, ils fêtent la création des Illuminés de Bavière. C'est intéressant. Ah oui. En 1782, on a le premier gros convent des superloges maçonniques, le convent de Wilhelmsbad, qui est convoqué par les Illuminati, Adam Weishaupt, Adolphe Knigge et le duc de Brunswick. Et 1784, on a la réunion de la Grande Loge éclectique à Francfort, où seront décidés les régicides de Louis XVI et de Gustave III en Suède. Parce qu'il n'y a pas eu que en France qu'ils ont eu. Donc vous voyez, là, on voit que déjà sur une période grosso modo de 60 ans, on a l'implantation de la République et l'avènement de la Révolution. Donc ça va très très vite. Et donc, on peut très bien déjà s'imaginer si sur ce très court laps de temps, on a réussi à avoir des conséquences pareilles, et bien maintenant, on peut utiliser le menu déroulant, la frise chronologique. Alors, oui. Donc ils ne se sont pas arrêtés de bosser entre-temps. Voilà. Et donc, ils ont continué, bien sûr, après la Révolution, puis ça a mis en place, évidemment, la République, et ils avaient décapité la monarchie, Absolument. qui était voilà. Et donc, ils ont continué à œuvrer. Ils ont fait passer toutes sortes de choses. Alors, il y a eu ils ont peut-être été un peu calmés pendant la restauration, enfin, de la monarchie, le premier, le troisième, deuxième empire, voilà, plus ou moins. Alors, pas vraiment, parce qu'en réalité, la restauration, ça a été une manière pour les maçons, puisqu'ils sont restés aux commandes, bien évidemment, ça a été une manière pour les maçons puisque le peuple français réclamait une restauration, c'était une manière pour les maçons de temporiser un petit peu. Oui. Donc ils ont piloté, en la personne de Louis XVIII, ils ont piloté, voilà, le prétendant pour mieux le détruire derrière. Vous voyez, par exemple, il a été proposé les maçons ont proposé au comte de Chambord d'accéder au trône de France. Et le comte de Chambord, pour le coup, lui a eu un petit éclair de lucidité sur l'ampleur de l'emprise maçonnique en France et a refusé avec ce fameux prétexte de l'histoire du drapeau. Ah oui. Mais voilà, il a eu la lucidité de ne pas vouloir être la marionnette de la maçonnerie. Et alors, avec je termine juste avec l'Empire, puisque l'Empire, c'est vraiment la maçonnerie, puisque Napoléon Ier était maçon, avec tout son entourage d'ailleurs. Donc, ça a été une manière à la maçonnerie d'adopter un comportement impérialiste et surtout expansionniste en réalité. Expansionniste, ouais. Et oui, aller porter la civilisation au peuple. Voilà. La révolution, la sainte laïcité partout en Europe, puisque des puissances, des monarchies catholiques étaient encore présentes à l'Est, notamment avec le Saint-Empire. Donc il fallait pouvoir trouver une manière, un élan de pouvoir diffuser la métaphysique maçonnique dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, Napoléon qui était maçon et qui était relativement anti-catholique, puisque je vous fais le petit rappel, il a quand même enlevé un pape, il a quand même séquestré un pape, et il a écrit dans les lettres de Sainte-Hélène sa manière et sa vision de comment devait se dérouler la manipulation et l'asservissement de l'Église au service de l'Empire, comment il comptait avoir les puissances catholiques à sa botte pour
se rallier les voix des Alors, catholiques français. alors pour avancer un petit peu dans le temps, parce que pour arriver à notre époque Ouais. actuelle, parce que c'est quand même maintenant pour montrer qu'ils sont toujours à la manœuvre. Donc, tu nous as bien montré qu'ils avaient quand même une grande souplesse opérationnelle, hein, qui leur permettait de s'adapter à tous les environnements. Il y a eu donc, il y a eu une autre poussée, enfin, je pense que c'est une autre poussée. Si, à mon sens, tu vas me dire si j'ai raison, qui a été avec la Troisième République et les lois de la laïcité, hein, qui étaient destinées à mettre par terre, à mettre à terre la religion catholique, hein, il me semble. Ah oui, oui, complètement, puisque la Troisième République, ça a été on va dire, pas l'apogée, Apogée, mais oui. presque du règne Ouais. maçonnique, puisque quasiment l'ensemble du gouvernement était maçon, et que pour le coup, ça a été vraiment la fin, hein, en fait, le coup de grâce, la mise à mort, puisque une majorité des acquis catholiques, en fait, ont fini Oui. d'être détruits, Ouais. et notamment d'ailleurs les séminaires et les écoles de formation hein, des Mm. jésuites. C'est ce moment-là qui en fait a détruit la scolastique des jésuites et c'est dès cet instant-là qu'on a observé une dégringolade dans la rigueur et dans l'étude sérieuse et profonde des jésuites. Ouais. Pendant la Ils Troisième sont, République en fait qu'ils ont qui ont été basculé, qui ont basculé vraiment dans, oui, oui, tout à fait. Alors, dans l'opposé pour le coup. et dans l'opposé. Alors, donc ils ont été toujours présents. Ils sont vraisemblablement, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, d'après tes informations, à la racine de la Première Guerre mondiale, et voire même de la Deuxième Guerre mondiale, hein, bien sûr, puisque la franc-maçonnerie aussi a un goût assez prononcé pour les affaires, hein, si j'ose dire, et que quoi de meilleur pour faire des affaires qu'une bonne guerre, hein? Oui, oui, absolument. La guerre, c'est génial et on le voit d'ailleurs actuellement avec la guerre en Ukraine. La guerre, Ouais. ça sert à atteindre des objectifs, ça sert à créer un narratif, ça sert à faire passer des choses en détournant les attentions. C'est vraiment un excellent moyen pour eux, Mm. en plus d'avoir l'utilité quand même majoritairement de faire s'entretuer des blancs orthodoxes ou des blancs catholiques entre eux. Ouais. Bon, ben, ça a vraiment l'utile à l'agréable en fait pour les maçons. Hein. C'est Alors, top. Alors, dans notre époque moderne, si j'ose dire, est-ce que tu peux nous décrire comment ils sont organisés? Parce qu'il y a les loges, il y a les fraternelles, il y a toutes les strates, voire même l'infiltration de l'Église. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, eh bien, effectivement, il y a les loges régulières, hein, donc qui constituent la majorité des maçons. Hein. Alors, à l'époque, Alain Bauer avait donné cette citation en disant que les Français pensent que c'était 4 millions de personnes qui dirigeaient la France, alors que c'était 150 000 frères, un truc comme ça. Ça donnait déjà une idée du nombre, hein, 150 000 maçons, c'est quand même conséquent. La Cinquième République, on a environ 70% de l'Assemblée qui est dans la maçonnerie. Mais effectivement, il y a ces organes annexes, hein, puisqu'il y a la fraternelle parlementaire, la fraternelle judiciaire, et bien d'autres, je les connais d'ailleurs probablement pas toutes. Il y a la paramaçonnerie, il y a les groupes type Rotary Club, Voilà. Kiwani, tout ce que vous Alors, voulez. Il y oui. a les super loges. Il y a en fait, ce sont des lobbies. La franc-maçonnerie, ce qui est assez intéressant à retenir aussi, c'est que c'est quelque chose qui est définissable à l'instant T, qui est protéiforme. C'est-à-dire qu'elle va savoir s'adapter et prendre des formes différentes Ouais. selon l'époque et selon les besoins. C'est très important, oui, cette souplesse opérationnelle qui leur permet d'être toujours là où il faut, etc., tout en Oui, poursuivant oui, oui. évidemment leur but. Alors, oui, justement, tu citais le Rotary ou le Lions. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, enfin, j'ai j'ai appartenu aux Lions et j'ai compris très vite que c'était des portes d'entrée de la franc-maçonnerie qui permettaient de détecter les individus, les sujets qui étaient aptes à devenir maçons. Hein, c'est à Oui, peu parce qu'en fait, ce sont des viviers. Ce sont des près viviers à candidats potentiels.
avec des gens qu'ils vont estimer déjà de qualité. Ça évite d'aller piocher dans la masse. Mm. Ça vous apporte déjà des gens qui, en général, ont une situation financière, un travail intéressant ou des leviers d'action qui seraient déjà potentiellement utiles à la maçonnerie. Et ensuite, les maçons vont venir les piocher à leur guise dans ces viviers-là. C'est typiquement à ça que ça sert. D'ailleurs, ça commence très tôt. Vous voyez, il existe par exemple la table ronde, là où je me trouve. La table ronde, c'est une paramaçonnerie Oui, qui oui. concerne exclusivement des jeunes entrepreneurs. Donc on peut Mm. déjà savoir avec quelques années à l'avance qui fera quoi, qui tient les cordons de tel truc, Mm. et on peut Mm. piocher parce qu'après, passé l'âge maximal, et bien effectivement, ils basculent dans le Lions ou dans d'autres clubs C'est ça. d'influence comme ça. Alors, moi, j'avais cru comprendre que d'une certaine manière, la franc-maçonnerie fonctionnait un petit peu comme une mafia, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire que on donne appartenir à une loge maçonnique, ça donne des avantages indus, hein, et qui permettent de tenir les membres, les membres, surtout quand ils sont à haut grade, pour les empêcher, évidemment, dès qu'ils fautent. À contrario, j'ai connu des personnes qui étaient maçonniques, qui avaient fait de grosses erreurs, voire même de grosses fautes, voilà, donc, euh, qui étaient récupérés, recyclés, sans aucun problème, parce qu'ils étaient maçons. Donc, et puis, oh, je ne sais pas si on peut associer ça, mais il y a quand même des gens dont la mort a été violente et jamais élucidée, qui étaient des hauts grades de la maçonnerie. Je citerai De Broglie, Fontanet, donc Boulin, Boulin, etc. Donc, est-ce que c'est pas excessif de comparer la franc-maçonnerie à une organisation mafieuse? Alors pas du tout, hein, au contraire, c'est même, on est même encore on est encore en tempéré à ce niveau-là, mais c'est clairement le cas. Factuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est une organisation de gens qui ont la possibilité de se soustraire aux lois, clairement, hein. C'est une association de gens qui se doivent des services, qui se doivent une entraide particulière, qui cultivent, voilà, cet entrisme et ce caractère sectaire. En ce qui concerne la République, eh bien, aux fins que l'on connaît tous, hein, nous priver un maximum de nos libertés individuelles et faire avancer le combat contre Dieu hein, C'est de manière ça. permanente. Bon, Tout en faisant des affaires et en se remplissant les poches, évidemment, puisqu'il y ouais, a... absolument, absolument. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'hommes d'État et beaucoup de maçons aussi sont très édifiés et se réfèrent énormément d'ailleurs à la période en fait dans laquelle les mafias euh, ont franchi un cap et sont devenus des cartels financiers, vous voyez, puisque au départ, quand il s'agissait d'être un petit groupe armé et d'aller terroriser des gens ou pour aller récupérer quelques enveloppes dans des bars ou dans des restos, c'était une chose. Maintenant, quand il s'agit de gérer des quartiers entiers, des pays entiers, pourquoi pas même des continents entiers, bah, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Oui. Et les mafias à l'ancienne ont disparu au profit des nouvelles mafias qui tiennent en fait les cordons des tribunaux et qui sont capables d'appliquer non pas une justice à deux vitesses, mais à 10, 15, 100 vitesses, si vous voulez, selon la personne, selon le cas, selon les intérêts des maçons à ce moment-là. Alors, j'aimerais bien, c'est passionnant, bien sûr, et j'incite nos auditeurs à approfondir la question, donc en regardant tes vidéos. Ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant pour compléter le tableau, c'est l'idéologie que sous-tend la franc-maçonnerie. Parce que on sait que depuis l'abolition, bon, l'abolition de la peine de mort, l'avortement, maintenant l'euthanasie, l'idéologie sans frontiériste, le wokisme, etc. Tout ça est concocté dans les loges
et appuyé par toute cette nébuleuse, hein, bien entendu. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu cette idéologie qui, finalement, est une idéologie nihiliste et destructrice? Oui, tout à fait, tout à fait. Le projet, c'est la destruction de l'Occident. Comment détruire l'Occident? En détruisant ses fondements, tout simplement, hein. Donc son socle de Civilisationnelle. valeurs et son socle civilisationnel catholique, Mm, tout mm, simplement. mm. Il y a, pour les gens que ça intéresse, il y a un très bon point de départ de tout ça. C'est la lettre qu'Albert Pike, hein, le haut initié franc-maçon paladiste, hein, 33e degré du Grand Orient, a rédigé à un collègue à lui, Mazzini, où en fait il dévoile longtemps à l'avance quand même, hein, puisque c'est au XVIIIe siècle, il dévoile son plan de destruction de l'Europe via trois guerres mondiales successives, Ah oui. alors qu'elles n'étaient pas bien évidemment arrivées. Il est déjà question du sionisme et du nazisme, alors que les deux courants n'existaient pas encore d'ailleurs, n'avaient pas encore été définis, hein, ni le sionisme ni le nazisme. Donc voilà, on voit bien que tout ça c'est médité et infusé très longtemps à l'avance. Donc l'idée effectivement c'est de détruire l'Occident catholique. Et donc, eh bien, il faut s'attaquer à absolument tous ces fondements, tous ces piliers, Et détruire, et détruire l'homme. Détruire l'homme, tout détruire simplement, l'homme, hein. voilà, et détruire l'homme, on le fait comment? Eh bien, effectivement, on le fait par la destruction de la famille, par la Mm. destruction et l'idéologie du genre, par la dévirilisation, par voilà, l'asservissement intégral, la privation totale des libertés, la privation de transcendance spirituelle, l'infusion de fausses religions, la destruction même physique via les guerres mondiales, le Great Reset qu'on va nous Oui, apporter avec une religion universelle, le grand remplacement pour un remplacement total de population, oui, oui. avec une subversion religieuse, hein, puisqu'il est question d'apporter à la fois la population, mais aussi la religion qui va avec. Hein, c'est Oui, un problème oui, quand même. oui, oui. Donc Euh, par tous ces moyens-là, donc, et ces gens-là sont à l'œuvre depuis quasiment 400 ans d'arrache-pied pour que ça se produise. Donc alors, d'ailleurs, il faut en avoir conscience. on a eu un exemple flagrant avec Emmanuel Macron qui récemment est allé faire un discours devant la Grande Loge de France, hein, où il a remercié les maçons, notamment pour la loi sur la fin de vie et l'aide à mourir dans la dignité, donc qui sont là aussi, je pense qu'on peut apprécier la subtilité langagière de ces gens-là qui arrivent à faire passer les choses, hein, de même que par exemple l'avortement, c'est devenu l'interruption volontaire de grossesse, ce qui est sur le plan des termes est complètement à côté de la plaque, puisque quelque chose qu'on interrompt, on peut le reprendre. Tandis Oui, que là, oui, oui, non mais absolument. oui. Donc Voilà. ils arrivent, ils sont très 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 forts. Et en face, ils ont. Et alors, ça sera peut-être la conclusion, parce qu'encore une fois, cette vidéo, elle n'est pas destinée à donner toutes les informations, elle est destinée à donner envie à nos auditeurs de fouiller la question et de voir que tout ce qu'on a évoqué superficiellement, ce sont des choses qui sont factuelles, que chacun peut vérifier. Et ce n'est pas du tout ni du complotisme ni quoi que ce soit, c'est vraiment de l'information. Alors, ma dernière question, ça sera, quels sont les moyens de lutter contre cette secte, puisque c'est effectivement une secte? Alors écoutez, j'ai fait une petite liste de moyens à mettre en place, si je la retrouve d'ailleurs. Ah, ben voilà. Mais bon, en premier lieu, la franc-maçonnerie, il faut comprendre que c'est une question cruciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux affirmer sans aucun doute que on ne peut pas comprendre les enjeux politiques et géopolitiques si on n'a pas le prisme en fait de la franc-maçonnerie. C'est impossible, tout simplement. Par conséquent, il faut se former en tout premier lieu sur ce sujet, un minimum. Pourquoi? Parce que si on n'est pas formé sur l'ampleur de la maçonnerie euh, en France, mais même dans le monde, on tombe dans des pièges qui nous font perdre un peu de temps.
Le deuxième, ça va me faire grincer des dents très probablement, mais la deuxième mesure, à mon sens, une fois qu'on est formé là-dessus, bon, normalement c'est censé couler de source, mais en fait, il faut arrêter de voter, tout simplement. Parce qu'en fait, le jeu démocratique, l'illusion démocratique qui est volontairement maintenue par la Oui. maçonnerie, nous fait perdre du temps, nous pousse à croire en un homme providentiel, donc nous prive de croire déjà en nous-mêmes, mais aussi dans la transcendance avec Dieu, donc nous coupe de la grâce et nous empêche d'agir puisqu'on va systématiquement réduire notre champ d'action à glisser un bulletin dans une urne. Au-delà de toutes ces considérations-là, si les gens ont encore besoin d'arguments pour arrêter d'aller voter, faut quand même prendre conscience que, on l'a bien vu lors de la réforme des retraites, mais à maintes reprises, tous les référendums ces derniers temps qui nous ont été proposés ont été systématiquement validés à l'encontre du choix des Français, hein, Oui, tout oui, simplement. Donc si d'accord. notre voix avait une quelconque portée, on le saurait, voilà, tout Hmm. simplement. Donc on arrête Alors, de voter et oui, on se remet dans un état d'esprit d'acteur et non plus de spectateur, hein, tout simplement. alors, cette action, est-ce qu'elle peut prendre la forme, parce qu'en fait, ces gens agissent dans l'ombre, est-ce qu'un des principaux moyens, ça serait pas de mettre en lumière, justement, et donc demander que quiconque est maçon, il n'est pas question d'interdire la franc-maçonnerie, bien entendu, parce qu'ils en profiteraient pour rentrer véritablement en clandestinité, mais que quiconque est maçon se déclare publiquement. Oui, Déjà, alors il, il y a plusieurs personnalités politiques hein, qui ont proposé ça. Malheureusement, euh, si vous voulez, demander au geôlier oui, de montrer où il oui, a caché les clés, c'est bon, c'est intéressant, mais oui, oui. voilà, ça fera pas avancer. Non, non, il faut aller bien au-delà de ça. Il faut pas exiger, il faut imposer. C'est-à-dire qu'il faut Imposer, être c'est en ça. mesure Oui, oui. d'imposer à ces Donc gens-là voilà. Mais d'exister. pour être en mesure, donc faut arriver à ce stade de décision. C'est là où gît le problème. Donc il faut malgré tout mettre tout ça autant que faire se peut par nos moyens. Et c'est un petit peu le but, notamment de Burdiga la Presse dans ce domaine comme dans d'autres, hein, évidemment, d'amener le projecteur avec nos petits bras, nos petits moyens, donc déjà pour faire prendre conscience aux gens que derrière tout ça, alors tu as tout à fait raison. Moi, j'ai fait mien ce qui se disait en mai 68, où il disait élection piège à con, hein, donc, et ils avaient raison. Même les gauchistes peuvent avoir raison, hein, donc ils sentent, Bah oui. lorsqu'ils sentent instinctivement. Donc c'est très intéressant Bah, dans ce combat. on a d'ailleurs, encore une fois, hein, Léon XIII, Léon XIII qui, à propos de la franc-maçonnerie, nous ordonne à tous les catholiques, tout du moins, d'arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre pour la faire Voilà. voir telle qu'elle est réellement. C'est un ordre de Léon XIII. Léon Voilà. XIII, il faut quand même savoir que c'est l'adversaire ultime de la franc-maçonnerie du côté ecclésiastique en tous les cas, quoi. Oui, oui. Donc voilà, parce qu'on sait que depuis, l'infiltration maçonnique dans l'Église a bien prospéré, hein, je pense. Hein. Oui, absolument. Alors, justement, tu avais lancé un peu le sujet tout à l'heure, mais oui, oui, il y a malheureusement pour nous, étant donné qu'ils ont quand même quelques coups d'avance, ils ont déjà anticipé la compréhension des gens vis-à-vis de leurs agissements, et donc ils ont Hmm. déjà coupé nos retraites intellectuelles, à savoir le retour vers la vraie Église catholique. Comment ils ont fait ça? Eh bien, par l'infiltration progressive du Saint-Siège, hein, notamment avec la période Rampolla. Alors là, j'invite vraiment les gens. Progressive et progressiste. Oui, oui, et progressistes aussi, hein, puisque d'ailleurs les cardinaux de Vatican II étaient progressistes et assumés. Hein, ils se définissaient déjà comme tels. Donc, il faut absolument se procurer le livre sur le réseau Rampolla, hein, qui est vraiment passionnant. Alors, attendez, Henri Barbier, voilà. Henri Barbier, le réseau Rampolla, pour les gens qui veulent comprendre l'ampleur de l'infiltration maçonnique dans l'Église, c'est le top. Et donc, ils nous ont privés de notre retraite, puisque de manière anticipée, ils ont réalisé le mai 68 de l'Église avec la période du Concile de Vatican II. Concile, voilà. Voilà, oui, tout à fait. Un coup Pour d'État. Ça a créer, été un coup voilà, d'État dans l'Église. Ouais. concile qui a été organisé de manière conjointe avec des traîtres, des Hmm. clercs traîtres à la tradition, des maçons, des protestants et Des quelques protestants. rabbins également, hein. Tout à fait.
Donc, il y a du boulot, hein. On va Oui, terminer sur cette. Malgré tout, il y a une note d'espoir parce que malgré tout, on voit bien que cette idéologie progressiste, hein, parce qu'en fait, c'est ça. Justement, je reviens à Jean-Marie Arouel qui a écrit des choses très intéressantes sur le sujet. Tout ça est synthétisé, la gnose et les mouvements millénaristes qui sont des hérésies chrétiennes depuis l'origine, se sont concentrés maintenant sur l'idéologie progressiste, hein, qui est complètement et qui a gangréné évidemment l'esprit public. Alors, c'est un combat, hein, c'est un combat qui mérite d'être mené, je pense, bien sûr. et que on va continuer à mener. Voilà. Encore une fois, moi, je voudrais quand même préciser ce détail qui, moi, en tout cas, est devenu une évidence il y a quelques années, mais dans le combat politique, beaucoup de gens s'insurgent contre tel ou tel phénomène. Les gens militent dans telle organisation, mais de manière entre guillemets micrométrique, c'est-à-dire qu'ils s'opposent à un problème, un petit problème en particulier, et Mm. sont obligés d'être dans différentes organisations Mm. pour lutter contre plusieurs problèmes qui ont tous la même origine. Oui. Donc, factuellement, l'Église catholique et cultiver la foi chrétienne, c'est l'antidote commun, en fait, c'est Ouais. l'antipoison commun. C'est-à-dire que ça nous permet Mm. de cultiver un socle de valeurs et d'incarner ces valeurs-là, puisque nous sommes la religion de l'incarnation sur tous Tout les à fait. plans. Et donc, par un seul choix, on combat en gros tous les fronts que les francs-maçons nous ont proposés. On combat le wokisme, on combat l'islam radical, on combat la laïcité, on combat la théorie du genre, on combat l'avortement, on combat absolument tout en même temps Tout en même temps. avec ce seul socle de valeur qui est la notice absolue. La maçonnerie, encore une fois, s'est établie en contre-église. Donc, ben, pour contrer la maçonnerie, remettons l'église au centre du village, remettons l'église dans nos foyers, remettons Dieu dans nos foyers et conformons-nous et incarnons aussi ça, hein, parce que c'est pas, là, on n'est plus dans le concept politique, là, Mm. on n'est pas dans le combat des idées. Là, on est dans le factuel et dans l'incarnation. Et après, eh bien, tâchons de remettre du beau dans le monde par nos actes aussi et par nos petits choix qui nous permettent eh bien Mm. de recréer Mm. des foyers catholiques qui peuvent s'amalgamer et devenir Oui. des communautés catholiques. Voilà, la vie en communauté, etc. Donc, oui. Alors, donc, je pense que ce sera le mot de la fin, qui te conviendra, de Bien notre sûr. entretien, c'est-à-dire remettre l'église au centre du village. Hein, c'est ça? Exactement, exactement, exactement. On vire les droits de l'homme, on remet les droits de Dieu, et en fait, on retrouve le socle de Ouais. valeurs qui a fait Alors, nos chères voilà, 1500 dernières années c'est ça. d'histoire occidentale. Tout en une petite remarque, est-ce que les droits de l'homme, justement, l'homme a des droits, justement, dans la mesure où les droits de Dieu sont respectés. Hein? Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès l'instant où on Mm. prétend à des droits, eh bien, en fait, on se soumet à des devoirs aussi. Le droit va automatiquement avec le devoir. Aujourd'hui, on veut avoir tous les droits et on ne veut avoir Mm. plus aucun devoir. Oui. Et ça, c'est un réel problème. Ah, Voilà. c'est une destruction de la société humaine et c'est un anti-humanisme en définitive. Hein? Exactement. Alors que Dieu Ouais. nous Ouais. donne des devoirs, et une fois qu'on accomplit nos devoirs, eh bien, on obtient des droits. Ça marche dans ce sens-là. C'est lui notre père, c'est lui l'autorité. Donc c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Ok. Bon, et donc je vais te remercier, Valentin, pour cette. On a dépassé un petit peu mais pas beaucoup, donc c'est acceptable. Ça marche. Parce que Alors, il faudrait des centaines et des centaines d'heures de conférences. Là, voilà, c'est vraiment, ça. Mais déjà, il faut donner envie aux gens d'aller plus loin. Hein. J'espère que cette vidéo permettra cette chose-là. Merci Valentin, je te souhaite une bonne soirée et puis merci à toi aussi, à la Alain. prochaine. Allez. Bonne soirée. À bientôt.